Bienvenue à tous dans votre journal de l'Île-de-France. Tout de suite, le sommaire. Le PV électronique se généralise en Île-de-France. Les forces de l'ordre envoient désormais directement les contraventions au Centre national de paiement sans passer par la case papier. Un gain de temps et d'argent pour l'État. Le plateau de Saclay s'impose comme le lieu de la recherche en Île-de-France et en France. Le Premier ministre est venu le dire sur place. Ils veulent que les candidats à la présidentielle parlent des quartiers. Les militants de l'association Assez le Feu ont installé en plein cœur de Paris leur ministère de la crise des banlieues. Les campagnes électorales se succèdent et le sujet revient sans cesse. L'accessibilité reste en question. Illustration en Seine-et-Marne. Du sport avec Jean-Marc Mormet qui termine sa préparation en jeu, le premier titre de champion du monde poids lourd de boxe. Portrait également dans ce journal d'un sportif qui ne fait pas parler de lui mais cumule les titres, le triathlète Frédéric Bellobre. Les procès-verbaux électroniques se généralisent en Île-de-France. Dernier département en date à tomber sous le coup du dispositif, le Val d'Oise. Une modernisation du processus de contravention que nous explique Axel de Coninck de VOTV. Fini la contravention papier sur le pare-brise. Fini le bon vieux timbre-poste. À partir d'aujourd'hui, les agents de la police et de la gendarmerie nationale se servent de ce boîtier électronique. L'immatriculation est relevée sur le boîtier qui interroge le système d'immatriculation des véhicules pour retrouver les coordonnées du propriétaire. Le tout est ensuite envoyé du commissariat au Centre national de traitement de Rennes. La contravention y est éditée puis transmise par courrier dans les 2 semaines. L'idée ? Alléger la charge administrative, réduire de moitié le temps consacré à la rédaction de l'amende. Ces PV électroniques permettent également des procédures encore plus sécurisées et d'augmenter le taux de paiement des amendes. C'est un gain de temps, c'est clair, c'est un gain d'argent et c'est aussi, et je crois que c'est le plus important, ça permet d'avoir plus de monde sur la voie publique parce que l'objet de la sécurité, c'est aussi le sentiment de sécurité. Donc ça consiste à avoir le plus possible des personnels de sécurité, que ce soit des policiers ou des gendarmes, sur la voie publique, de façon à avoir cette action de tranquillisation de la population. Et c'est vrai que c'est un peu dommage d'avoir des gens qui passent beaucoup de temps chaque jour à verbaliser des contrevenants à la sécurité routière. Donc il vaut mieux que ces gens-là soient sur le terrain, à sécuriser les quartiers ou sécuriser les centres-villes. Ça paraît à l'État beaucoup plus performant en termes de recherche de la sécurité. Sont concernées quasiment toutes les contraventions, du simple stationnement gênant à la conduite en état d'ébriété. En tout, une vingtaine d'infractions sont répertoriées dans le boîtier. La totalité du pays sera couverte par le dispositif d'ici juin 2012. Le plateau de Saclay s'impose comme le lieu de la recherche en France. Le Premier ministre est venu le dire sur place. François Fillon en a profité pour inaugurer le pôle Nanolnov dédié aux nanotechnologies. Plus d'infos avec Claire Colombel et Nicolas Yakazi de Téléson. Ce matin, le site NanoInnov a été inauguré par François Fillon et Laurent Wauquiez. Ce projet a été annoncé en 2009 par le président de la République lors des assises européennes de l'innovation. Le but de ce centre est de développer les nanotechnologies et leur intégration dans des systèmes innovants. Les nanotechnologies, c'est des petits composants qui vont être faits à partir d'éléments proches de l'atome et qui vont être intégrés dans différentes structures qui vont servir soit à faire des produits de type chimie, soit qui vont contribuer à faire des produits pour l'électronique de demain. Depuis le mois d'octobre, 2 bâtiments sur les 3 sont opérationnels et accueillent 700 chercheurs. À long terme, 900 personnes travailleront sur le site. L'environnement, la santé, la sécurité, les transports ou l'industrie, les nanotechnologies sont utilisées dans de nombreux domaines. Après un accident vasculaire cérébral par exemple, le robot assiste le médecin dans la mobilisation du bras du patient pour la phase de rééducation. Alors l'idée n'est pas de remplacer le thérapeute, mais bien de l'assister et d'optimiser le processus de rééducation. François Fillon s'est ensuite rendu au synchrotron, à l'ENSTA puis à Supélec. Ce soir, il sera encore sur le département, cette fois-ci avec Nathalie Kosciusko-Morizet, porte-parole du candidat Nicolas Sarkozy, à l'occasion d'un meeting UMP. Ils veulent que les candidats à la présidentielle parlent des quartiers. Les militants de l'association Assez le Feu de Clichy ont installé en plein cœur de Paris leur ministère de la crise des banlieues. Mathieu Canac de TVM Est Parisien y était. Bienvenue au ministère de la crise des banlieues.
Mardi 21 février, le collectif Assez le feu, né à Clichy-sous-Bois après les émeutes de 2005, s'est établi à Paris. Situé dans le Marais, l'hôtel particulier de Chalon-Luxembourg s'est mué en ministère de la crise des banlieues. Rien d'illégal dans cette occupation, le bâtiment a été mis à disposition par la mairie de Paris. Un moyen de faire parler des banlieues en période de campagne présidentielle. Et la démarche était de dire effectivement que la banlieue se déplaçait sur Paris pour apporter justement cette accessibilité à certains ou certaines candidates qui aujourd'hui ont leur QG sur Paris et qui ne se déplacent pas spécialement en banlieue pour venir rencontrer le monde associatif. Et nous on a décidé effectivement de créer sur place à Paris un ministère de la crise des banlieues et de remettre la question des quartiers populaires au sein même de cette campagne présidentielle. En 2007, Assez le feu s'était déjà impliqué dans la campagne présidentielle en proposant le contrat social et citoyen, contrat alors signé par plusieurs candidats. Aujourd'hui encore, les militants jugent qu'il est impossible d'exclure de la campagne une aussi grande partie de la population. C'est pas possible. D'abord parce que n'importe quel démographe, géographe vous expliqueront que la France la plus dynamique démographiquement, c'est la France des quartiers populaires. Premier succès, la venue de François Hollande ce mercredi. Mais les militants ne comptent pas s'arrêter là, d'autres actions sont prévues. Actions encore secrètes pour le moment. On vous dit pas tout maintenant, on en garde. Autre thème qui revient dans la campagne, le logement social et les villes montrées du doigt car elles ne construisent pas assez. Et parmi ces communes sanctionnées, Saint-Leu-la-Forêt dans le Val d'Oise, cette ville tente de faire preuve d'originalité pour trouver du foncier. Le maire veut construire des logements sociaux dans une ancienne chapelle. Une idée qui finalement passe mal, comme nous l'explique Christophe Aubry de VOTV. Des volets détériorés, une façade défraîchie, seul cet écriteau accroché au-dessus de la porte révèle qu'ici se trouve la chapelle Sainte-Geneviève. Selon cet historien, il s'agirait de l'un des plus vieux bâtiments de Saint-Leu-la-Forêt. Elle date en principe de 1333. D'après certaines études, la partie poutre châtaignier serait de cette époque-là. Mais les espoirs de ceux qui veulent réhabiliter l'édifice sont mis à mal. La ville vient d'octroyer un bail de 50 ans à une société immobilière. Elle veut construire des logements sociaux dans les pièces qui entourent le cœur de la chapelle. Le projet prévoit 5 appartements. Je comprends bien qu'on transforme des logements villes qui ne servent plus comme les logements d'instituteurs, ça c'est très bien, c'est ce qui va se passer à l'école Foch. Ou un bâtiment comme celui de la rue du Château qui est inoccupé depuis des années, c'est très bien, mais pas celui de la chapelle qui est le seul bâtiment historique de Saint-Leu qui date quand même du Moyen-Âge, dont l'origine est médiévale. Pour le maire, ce choix est incontournable, car Saint-Leu manque de logements sociaux. La commune en possède à peine 12%, là où la loi impose d'en avoir au moins 20%. Si j'avais laissé les choses en l'état sur cette chapelle, la chapelle que nous restons propriétaires, l'environnement délabré allait finir par lui causer du tort. Donc là, ça ne nous coûte rien spécialement sur ces bâtiments puisqu'ils sont déjà propriété de la ville. Ça va nous rapporter, puisque lors d'un bail, il y a un petit loyer qui va être versé. Pour non-respect de la loi SRU, la mairie verse chaque année 100 000 € d'amende à l'État. De leur côté, les détracteurs du projet n'entendent pas en rester là. Ils espèrent qu'un diagnostic de fouille sera lancé avant les travaux. Les campagnes électorales se succèdent et le sujet revient sans cesse. L'accessibilité reste en question. Illustration en Seine-et-Marne avec une habitante de Roissy-en-Brie en fauteuil. Opposée à son bailleur sur des questions d'accessibilité, elle nous parle de ses difficultés pour bouger dès le pied de son immeuble. Un sujet signé Gaël Le Boulanger de Canal Coquelicot 77. Nous avons bien 93 cm de passage. Un bailleur venu constater le respect des normes. Ce portillon doit mesurer au minimum 90 cm pour permettre l'accès d'une personne en fauteuil roulant. Du côté du parking, par contre, ça ne va pas. Alors justement, ici, on est dans un cadre où en fait, les travaux ne sont pas encore achevés. Mais en fait, il y a une reprise à faire qui a été vue avec l'entreprise. Pourquoi? Parce qu'en fait, sur l'accès à une place handicapée, en fait, là, on voit qu'il y a une marche de 6-7 cm. Et en fait, réglementairement, ça doit être de 2 cm au maximum. Le directeur de l'agence Osica Seine-et-Marne est venu en personne et se veut rassurant. Tout sera fait et bien fait d'ici fin mars, date de la fin des travaux dans cette résidence roisséenne. Seulement voilà, pour Corinne Assam, qui habite là depuis 8 ans, l'intérêt soudain du bailleur est directement lié à la présence de la caméra. Subitement, ils sont venus hier me voir.
Alors que ça fait des années qu'ils savent que je suis là et qu'ils n'ont rien fait pour moi, pour me faciliter la vie, parce que j'en ai bavé beaucoup. Car les difficultés de Corinne ne s'arrêtent pas aux récents travaux. Sortir de son immeuble est déjà un problème sans porte motorisée. Ce genre de tracas, l'association des paralysés de France Seine-et-Marne a l'habitude de les entendre. Elle dénombre en moyenne une trentaine d'appels par an à ce sujet. Oui, on appuie tous nos adhérents ainsi que les personnes qui ne sont pas adhérentes sur leur démarche d'accessibilité. Et pour le 15 rue des Aulnes, des promesses ont été faites. Rendez-vous fin mars pour voir si elles ont été tenues. Connaissez-vous l'hydrocéphalie, une maladie peu connue? Olivier est hydrocéphale, il en a fait un livre où il raconte sa maladie et ses conséquences. Ophélie Gimbert de Canal Coquelicot 77 est allée à la rencontre de cet habitant d'Emerinville pour suivre son quotidien. Derrière ce visage, une maladie invisible, l'hydrocéphalie. Littéralement de l'eau dans le crâne, l'hydrocéphalie résulte d'une mauvaise circulation du liquide céphalorachidien autour du cerveau. Des poches d'eau se forment et pour beaucoup de malades, c'est la malformation assurée. Olivier a été diagnostiqué à 8 ans et depuis cet âge, une valve installée dans son crâne permet l'évacuation du liquide. Maladie peu connue, Olivier a écrit un livre en 2009 pour raconter son histoire. Moi je m'appelle Robocop en fait, entre guillemets, parce que j'ai tout un matériel logé dans mon crâne côté gauche. Par moments j'ai des douleurs, des maux de tête, des vertiges, des pertes de mémoire, surtout beaucoup de pertes de mémoire. Une mémoire qui le lâche et qui efface peu à peu des pans de son histoire, comme son enfance dont il ne reste qu'un mot, hôpital. Aujourd'hui, Olivier travaille 2 heures par jour, la maladie ne lui permet pas davantage. Il est animateur à l'école Jean Jaurès d'Emerinville pendant la pause du déjeuner. Le doigt sur la bouche les enfants, allez, on se calme. C'est vrai que le domaine de l'enfance, j'aime beaucoup, m'occuper des gamins, voilà, ça me rappelle l'enfance que je n'ai pas eue en fait, en quelque sorte. Avancez, allez, on avance les petits loups, allez. Un travail, une femme, un fils. Olivier vit aujourd'hui normalement. Après son témoignage livré en 2009, il a aujourd'hui l'ambition d'écrire des romans. Affaire à suivre. Bonjour madame et au revoir mademoiselle. Victoire donc des associations féministes qui ont tout fait pour que le titre disparaisse des formulaires administratifs. Audrey Coll de Téléson a voulu savoir ce que vous en pensiez. Regardez. Je ne suis pas sûre qu'aujourd'hui les Françaises se sentent mieux parce qu'elles ne seront plus mademoiselles. Ne m'appelez plus mademoiselle. Les jeunes femmes ou célibataires seront dès à présent des madames dans les papiers officiels, selon une nouvelle circulaire signée par le Premier ministre François Fillon. En octobre, les associations Oser le féminisme et Chiennes de garde avaient lancé une campagne pour la suppression de la case mademoiselle. Elles estimaient que c'était une discrimination à l'encontre des femmes. Le Premier ministre invite donc les préfectures à ordonner auprès des administrations la suppression des termes mademoiselle, nom de jeune fille, nom patronymique et nom d'épouse. Ils seront remplacés par madame, comme l'équivalent de monsieur, par nom de famille et nom d'usage. La disparition ne sera effective que dans les formulaires nouvellement imprimés. On aurait dû toutes être qualifiées par mademoiselle et non pas par madame. Vous voyez la différence? Parce que madame, ça a une connotation dans l'inconscient collectif qui est de femme mariée, qui est une femme d'un certain âge, madame. Alors que mademoiselle, c'est la jeunesse, c'est pas nécessairement le mariage, c'est la liberté. En novembre dernier, c'est Roselyne Bachelot, ministre des Solidarités et chargée du droit des femmes, qui avait soumis la demande auprès de François Fillon. Hier, elle s'est donc félicitée de la signature de la circulaire, mettant fin, selon elle, à une forme de discrimination entre les femmes et les hommes. Les associations féministes se félicitent également de cette victoire, mais souhaitent aller encore plus loin. Elles invitent dorénavant les entreprises et les organismes privés à suivre le mouvement et à supprimer ces termes de leur formulaire. 200 associations se sont réunies ce mercredi, place du Trocadéro à Paris pour la 2e journée européenne des victimes. L'occasion de s'adresser aux candidats à l'élection présidentielle. Et c'est Marie-Ange Le Boulaire qui est l'instigatrice de cet événement. C'est une habitante de l'Île-de-France, du Val d'Oise précisément. À l'âge de 25 ans, sa route a croisé celle de Patrick Trémaud, un violeur multirécidiviste. Son portrait par Christophe Aubry de VOTV. Aujourd'hui, Marie-Ange poursuit son combat.
Pour la deuxième année consécutive, elle organise une journée des victimes pour imprimer ses idées au sommet de l'État. C'est pas la victime le coupable. Bah bien évidemment, mais enfin... Mais ça, on se sent encore une affirmation politique fondamentale. Absolument. Son histoire et ses témoignages ont relancé le débat sur la récidive. Octobre 1994, Patrick Trémaud, un violeur en série, l'agresse dans son immeuble. Avant d'être arrêté, il aura commis 14 actes comme celui-ci. Jugé en 1998, Trémaud purge 10 ans de prison. Mais 3 semaines après sa sortie, il passe de nouveau à l'acte. Il va violer 3 nouvelles jeunes femmes. Lutter contre la récidive, c'est surtout, je pense, prendre en considération les auteurs quand ils sont en prison, c'est-à-dire savoir les évaluer. Les évaluer quand ils arrivent, les évaluer en milieu de peine et les évaluer en fin de peine. Si cette évaluation est bien faite avec des experts spécialisés et formés, eh bien à la fin, lorsqu'ils veulent sortir, on saura si on les laisse sortir parce qu'ils ne sont plus dangereux, si on leur met un bracelet électronique parce qu'il y a encore une forme de dangerosité, ou alors s'ils restent vraiment dangereux, à ce moment-là, il faut les mettre dans des centres de rétention pour protéger la société. L'affaire Trémaud aura servi à quelque chose. En 1997, une loi sur le port du bracelet électronique est votée. Tous espèrent que l'État va tirer des leçons du passé. Ils voudraient plus de contrôle et une meilleure reconnaissance du statut des victimes. Aujourd'hui, ce qui est difficile aussi, c'est que souvent, les politiques ou la justice ne considèrent une personne victime qu'à partir du moment où elle a été déposée plainte. Et ça, c'est complètement faux parce qu'on sait que, par exemple, les femmes victimes de violences conjugales, elles sont victimes pendant des années avant d'avoir la possibilité et la force d'aller déposer plainte. Donc aujourd'hui, il faut considérer la victime, non pas uniquement quand elle rentre dans le système, mais bien en amont, quand elle est victime et qu'elle ne parle pas et qu'elle se tait. La jeune femme a écrit un livre et réalise des documentaires. Désormais, avec son association, Marie-Ange veut faire bouger les lignes. Elle propose la création d'un haut commissariat aux victimes. Objectif, coordonner les actions des ministères, des collectivités territoriales et soutenir les associations. Une idée qu'elle aimerait voir se concrétiser en cette période de campagne électorale. L'indigné Stéphane Hessel à Montreuil, il a été fait citoyen d'honneur de la ville l'année dernière et il est donc revenu cette semaine pour dédicacer son dernier ouvrage, le titre « Le rescapé et l'exilé ». Sarela Torres de TVM Est Parisien a rencontré Stéphane Hessel. Stéphane Hessel est de retour à Montreuil. Déjà présent à la bibliothèque Robert Desnos en mars dernier, le diplomate s'est rendu le vendredi 17 février à la librairie des Bulles et des Ballons. Au programme, discussion et échange avec les Montreuillois. Ça m'a fait plaisir, on a eu de bonnes questions et on a pu ensemble avancer dans la réflexion sur les problèmes d'aujourd'hui. En avant-première, Stéphane Hessel présentait son dernier ouvrage, Le rescapé et l'exilé, écrit en collaboration avec Elias Sambar, ambassadeur de Palestine auprès de l'UNESCO. L'œuvre traite du conflit israélo-palestinien. Notre livre est un dialogue qui couvre toute la période depuis la création de l'État d'Israël jusqu'à nos jours et qui montre combien ce problème est actuellement bloqué par une impossibilité de trouver un dialogue constructif entre les deux parties. Mais en même temps, c'est un livre d'espoir et qui se conclut par un dialogue sur la poésie. Souriant, disponible et ouvert, l'auteur du best-seller Indignez-vous s'est prêté au jeu des dédicaces pendant près d'une heure et demie. Son livre, Le rescapé et l'exilé, sera en librairie à partir du 1er mars. Un laboratoire d'innovation libre de droit et participatif. C'est ce que vient d'inaugurer l'université de Cergy-Pontoise. Réparer soi-même sa machine à laver quand elle est en panne, c'est notamment possible grâce au FacLab, mais pas seulement. Plus d'infos avec Christophe Faubry de VOTV. Cette imprimante 3D est l'invention d'une équipe américaine. Cette technicienne hollandaise vient de l'améliorer. Une possibilité car cette innovation technologique est dépourvue de propriété intellectuelle. C'est l'objectif de ce laboratoire qui s'adresse à tout public. Ici, on peut proposer des projets, apprendre et tester de nouvelles techniques. C'est une alimentation qui permet d'avoir du 12 volts, du 9 volts, du 5 volts. Ça évite d'utiliser des piles. Découpeuse laser ou encore imprimante 3D, le FacLab de Cergy met à disposition des outils performants pour réaliser des prototypes. De la création d'objets qui peut s'avérer très utile. Si j'ai, je sais pas moi, le contacteur de ma machine à laver qui est tombé en panne, parce que quand j'appuie le bouton, au bout d'un moment de 5-6 ans, ça s'use, qu'est-ce qui se passe? Je vais voir mon réparateur qui va dire, je suis désolé, le petit clapet qui est derrière, on le fabrique plus depuis 3 ans,
il faut acheter une nouvelle machine. Le petit chapelet, il a une toute petite forme toute bête, c'est du plastique. J'ai la forme déjà modélisée sur internet ou je la fais moi-même parce que c'est très facile à faire. Je fabrique l'objet, je l'imprime ou je vais dans un Fab Lab pour qu'on me l'imprime ou qu'on m'explique comment le faire. Je sors mon objet. La philosophie, c'est de vouloir fabriquer, non pas seul dans son coin, mais en échangeant avec une communauté internationale. L'expérimentation devient le maître mot. Ça va concourir à une mutation économique, c'est-à-dire ça vous permet déjà de récupérer des objets, ça vous permet de les réparer, ça vous permet de lutter contre l'obsolescence technologique, ça vous permet de comprendre votre environnement. Beaucoup de choses qu'on nous vend sont fermées. Le mouvement qui est derrière consiste à dire si je l'ai acheté, ça m'appartient, je suis capable de savoir ce qu'il y a dedans et à la limite si je comprends comment ça marche, c'est encore mieux. Donc l'appropriation technologique est important, c'est un grand mot mais ça consiste juste à dire papa il y a 30 ans, quand sa voiture allait pas bien, il démontait ses bougies, les nettoyait, il les remettait, ça repartait comme en 40. À terme, ce laboratoire d'innovation libre de droit devrait proposer des formations professionnelles centrées sur la fabrication numérique. Quant aux projets hébergés ici, ils seront documentés et diffusés sur Internet pour un accès universel. Au moment où l'on parle d'une pénurie de médecins en Seine-et-Marne, eh bien des professionnels refusent l'isolement. Rassemblés pour un colloque ou pour jouer une pièce de théâtre, ils sont regroupés depuis 30 ans en amicale. Un travail collectif qui vise à mieux coordonner leurs soins. Reportage HL de Véronique Pagnon de Canal Coquelicot 77. Cela fait 12 ans pour certains qu'ils sont sur les planches 1 à 2 fois par an. Répétition générale. Le public s'installe dans le théâtre de Chelles. Les comédiens entrent en scène. Nous sommes dans la pièce Toc Toc de Laurent Baffy. Voici Vincent, chauffeur de taxi, atteint d'un TOC. Il compte tout. 22-23 mètres de dénivelé à la louche. Quand je descends des planches, je suis médecin généraliste. Dans la vraie vie, quoi. Car tous ces comédiens sont en fait des médecins, des pharmaciens, des infirmières ou des kinés. Ils donnent de leur personne et de leur temps pour mieux se connaître entre eux. Eux qui suivent souvent les mêmes patients. Le fait de se connaître au-delà d'un coup de téléphone ou d'une lettre ou d'un courrier ou d'une prescription, ça donne de la chair, ça donne de l'humanité et du coup notre travail est beaucoup plus facile, il est plus respectueux. Ces professionnels sont regroupés au sein d'une amicale ludique qui apprend des pièces donc, part à la pêche parfois ou cherche des champignons. Dans les causes vasculaires, on va dire que c'est par hypoxie. L'hypoxie, elle peut être d'origine... Changement d'ambiance. 2 semaines plus tard, c'est lors d'un dîner un peu spécial que nous retrouvons ces professionnels de santé, beaucoup plus nombreux. Soirée détente, mais pas trop. Il est question des ulcères de jambes. Un angiologue et un dermatologue chellois animent le débat. Autour de chaque table, différents professionnels de santé, là, pour voir comment eux réagissent face à une telle pathologie. On va savoir quelle est leur façon de prendre en charge l'ulcère et comment on peut tous intervenir ensemble pour mieux les traiter. Il y a ce soir des médecins, des infirmières, des pharmaciens, des représentants des laboratoires d'analyse, des pédicures, des podologues, des représentants de matériel médical. L'amicale des médecins et autres professions de santé de Chelles est née dans les années 80, à une époque où le parcours de soins des patients n'existait pas encore. Aujourd'hui, les agences régionales de santé suivent l'exemple et essaient d'encourager de tels rassemblements dans d'autres villes, pour une meilleure prise en charge des patients bien sûr. Mais bon, ce n'est quand même pas partout que l'on peut voir son médecin jurer sur scène pour les bienfaits de la médecine. Ça sent la pute! On ouvre une page de sport à quelques jours de son combat contre l'Ukrainien Klitschko. Le boxeur de Seine-Saint-Denis, Jean-Marc Mormec, termine sa préparation. En jeu, le premier titre de champion du monde poids lourd de boxe pour un Français. Cédric Dandeville de TVM Est parisien l'a rencontré à l'INSEP. Plus que quelques jours avant le match de sa vie, Jean-Marc Mormec affrontera Vladimir Klitschko le 3 mars prochain à Düsseldorf. L'enjeu, devenir champion du monde de boxe dans la catégorie majeure, celle des lourds. Et pour se préparer, le boxeur de Seine-Saint-Denis est à l'INSEP depuis un mois. Le match initialement prévu en décembre dernier avait été reporté. Pas de quoi déstabiliser Mormec. On se dit on va pouvoir se reposer, repartir. L'objectif il n'est pas encore atteint, donc ça permet de repartir et de s'entraîner autrement pour pouvoir peut-être mieux faire encore. À plus d'une semaine du combat, la préparation physique de Jean-Marc Mormec est presque terminée. Vers l'avant, vers le haut, pousse. Bonne correction.
On a fait une petite séance aujourd'hui. Si Jean-Marc le ressent, on en fera une dernière dans la semaine. Sinon, après, on allège. On est surtout axé sur l'entraînement en spécifique, donc sur le ring avec les gants, avec opposition, avec sparring partner. Mais mon domaine, entre guillemets, est rempli et terminé quasiment. Vous êtes prêts ? Pas encore, je serai prêt. Il reste 10 jours. Donc si je suis prêt maintenant, il y a un problème. C'est que il faut que je sois prêt dans 10 jours. Jean-Marc Mormec sera lundi prochain en Allemagne. Son programme sur place, conférence de presse, pesée et évidemment combat, qui on l'espère cette fois, aura bien lieu. Portrait maintenant d'un autre sportif. Il ne fait pas parler de lui, mais cumule les titres. Le triathlète Frédéric Bellobre, licencié à 50 ans en Yvelines, il a déjà décroché 5 titres de champion de France et 3 de champion d'Europe. Son portrait par TV Fil 78. Le Triathlon Club de Saint-Quentin en Yvelines a présenté ce week-end son équipe qui va participer au Grand Prix Lyonnaise des Eaux, le championnat de France des clubs de division 1. 5 épreuves et 16 équipes masculines d'avril à septembre pour désigner le club champion de France de triathlon 2012. Là, nous partons sur une division 1. Il a été nécessaire de renforcer cette équipe. Et Frédéric, justement, a eu cette opportunité de pouvoir nous rejoindre, nous fait confiance. Frédéric Bellobre, le capitaine emblématique du club, a été 3 fois champion d'Europe, 5 fois champion de France et sélectionné aux Jeux Olympiques de 2004 et 2008. Pour obtenir de tels résultats, Frédéric y consacre tout son temps. C'est vraiment un sport exigeant, c'est vrai, mais quand on est passionné et qu'on vise vraiment l'excellence et le haut niveau avec un podium aux Jeux Olympiques, il faut vraiment s'investir à fond. Parmi les autres membres de l'équipe, plusieurs nationalités, hongroises, polonaises et belges. Le club a su ramener des joueurs au palmarès impressionnant, champions de Hongrie ou de Pologne. Le triathlon à Saint-Quentin affirme ses ambitions pour l'année 2012, à en juger par ses vélos flambant neufs, offerts par leur sponsor, coût d'un seul vélo 5 000 €. Le Grand Prix de la Lyonnaise des Eaux débutera au Sables-d'Olonne les 28 et 29 avril, à Dunkerque le 20 mai, Toulouse le 16 juin, Paris le 7 juillet et Nice le 15 septembre. Voilà, ce journal est maintenant terminé. Je vous en rappelle le principal titre. Le PV électronique se généralise en Ile-de-France. Les forces de l'ordre envoient désormais directement les contraventions au Centre national de paiement sans passer par la case papier. Un gain de temps et d'argent pour l'État. Merci de votre fidélité à suivre les programmes de Télif, la télévision de l'Île-de-France.